Donc voilà, une fois que nous avons fait ça, ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va essayer d'abord de consulter un produit, d'accord? Et après par la suite de consulter le détail d'un produit. Après par la suite, donc on va faire la gestion du panier. Alors pour cela, déjà nous allons commencer à structurer les données côté front-end. On gère des produits, on va manipuler des catégories, on va manipuler des paniers, on va manipuler en fait un certain nombre de choses. Donc on peut toujours utiliser des types soi-disant invariants, comme ini, comme on vient de faire jusqu'à présent, mais ce n'est pas une bonne pratique. Quand vous travaillez avec Angular, souvent dans votre application, toutes les données que vous manipulez côté front-end, ben vous définissez donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un dossier qu'on va appeler modèle dans app modèle, et dans notre modèle on va créer notre modèle. Par exemple, on va manipuler des produits, on l'a déjà fait, donc on va créer un TypeScript file, un fichier qu'on va appeler par exemple product.model.ts. Alors, soit vous créez des classes ou bien des interfaces. Alors, généralement, quand vous faites que lire les données et les afficher, généralement, c'est des interfaces. Donc, vous pouvez utiliser donc export interface product. Alors maintenant, notre produit, il est défini par quoi? Alors, il est défini par les attributs suivants. Comme en back-end, on va garder les informations dont on a besoin. Donc il y a le ID du produit, name, description, current price, promotion, selected, available, photo, name, quantité. Mais également, parce qu'en fait, votre côté backend, il vous retourne des informations, des links, les liens vers d'autres ressources. Alors si vous voulez utiliser les informations côté front-end, bah, vous les déclarez également ici, comme ça vous pouvez les réutiliser. Alors du moment que nous utilisons donc Spring Data REST, donc je vous rappelle qu'au niveau de Spring Data REST, quand vous appelez localhost 8080 /products par exemple, bah, qu'est-ce que vous avez? Vous avez pour chaque produit, vous avez ID. On a déjà exposé le ID la dernière fois. Name, description, ça, et vous avez ça. Donc ça, c'est des données qui vous sont fournies par Spring Data REST. Links, puisqu'il vous donne ça, il vous donne self href, product href, catégorie href. Alors pourquoi? Parce que quand par exemple à partir d'un objet vous voulez atteindre, vous voulez atteindre par exemple à partir d'un produit, vous voulez consulter la catégorie. Donc à un moment donné, il vous faut le lien, l'URL qui va vous permettre de récupérer la catégorie de ce produit. Où est-ce qu'on va la trouver? C'est dans product.catégorie.href. Mais le modèle qu'on va créer, il va être créé spécifiquement le modèle de Spring Data REST. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez ignorer carrément ça, cette partie-là. Pourquoi vous pouvez l'ignorer? Parce qu'en fait, vous avez votre ID du produit. D'accord? Et si vous avez ID du produit, donc si vous voulez avoir la catégorie du produit, donc il faut préalablement connaître l'URL qui permet de faire ça. Or, Spring Data REST, c'est un atout, il faut l'exploiter. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc dans mon produit, donc je vais déclarer mes données. Donc ici, voilà. Donc directement c'est ID. ID il est de type number. J'ai name de type string. J'ai description de type string. J'ai current price de type number. J'ai promotion de type boolean. J'ai selected de type boolean.
Il y a 3 attributs booléens. Voilà, available, exact, parce qu'il est disponible par exemple. Et après il y a photoname et quantité. Donc, available, de type booléen, photo, name, ça on n'a pas besoin à vrai dire, type string. Vous n'êtes pas obligé de déclarer tous les attributs que vous avez en backend. Vous déclarez que les données que vous allez utiliser en frontal. Parce que quand les données JSON viennent, vous les récupérez avec cette interface. Et avec cette interface, vous accédez à ces données-là. Donc ça permet de structurer un peu mieux le travail. Alors ici, quantité, par contre, on aura besoin public. Donc quantity de type number. Et après, si vous voulez ajouter, donc, comme je disais, donc les liens, links, il y a self, product, catégorie. Alors, links, underscore, ça s'écrit comme ça, links, 2 points. C'est un objet. Donc, comme c'est un objet, vous déclarez comme ça. Alors, cet objet-là, il contient les attributs suivants. Je nomme les attributs. Il y a self, lui-même, c'est un objet qui contient href. Il y a self, product et catégorie. Self, de type href, de type string, virgule, product, de type, c'est un objet, href de type string, et également catégorie, c'est un objet, href de type string. Alors ça c'est en quelque sorte, comme je disais, bon ça c'est juste vous voulez avoir un modèle assez complet. Alors j'ai que les produits, mais je vais passer aux autres. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer donc product, quand je clique sur produit, sur la photo, elle est là, j'ai un clic. Alors en clic j'ai quoi? En product details. Alors je vais créer cette méthode là. Alors maintenant je vais afficher un autre composant que je vais créer. Je crée un composant. Donc ng generate component product, tous les détails si vous voulez. Product. Okay. C'est bon? Okay. Alors la même chose ici, on a besoin d'ajouter la route. C'est un nouveau composant. CTRL C, virgule, CTRL V. Alors, product, ça c'est la route. Mais il faut envoyer, voilà, un paramètre. Ça c'est ID, si vous voulez. Donc on peut envoyer ID, mais on peut envoyer également la valeur, cette valeur carrément. Parce que si on n'expose pas, vous avez product ici. Il y a des products كتسيفنيشن c'est l'URL du produit. Parce que maintenant je vais encore envoyer une requête vers la partie backend pour récupérer le produit. Ici j'ai deux possibilités parce que j'ai exposé le ID. Par défaut le ID n'est pas exposé. Mais souvent quand le ID n'est pas exposé, la solution c'est d'utiliser cette URL. D'accord? Alors si vous voulez, on va faire ça. Et comme ça, on va voir comment l'encoder encore en base 64 URL. Je vous un peu la technique qui est utilisée parce que vous n'êtes pas censé exposer les ID. Et comme quoi, avec Spring Data REST, vous avez toutes les informations ici. C'est déjà fait parce que parfois on ignore ça. Spring Data REST, il vous génère les links vers les autres ressources. Alors que Thomas Frontend, vous ignorez avec les liens et vous essayez vous-même de construire un peu un autre. Alors que tout est là. Et quand vous travaillez avec l'approche microservice, ça c'est extra important. Pourquoi? Parce que ici, il se trouve que le produit, il est là, en localhost 8080, mais la catégorie, elle est dans une autre adresse.
Ça peut être un autre microservice, un autre domaine. Et du coup, donc, vous avez le produit, mais dans le produit, vous trouverez le lien qui va vous permettre d'aller récupérer la catégorie. Alors que ce soit dans la même base de données ou dans un autre microservice distribué, donc c'est un peu le... Donc, il faut également savoir travailler avec les links si vous voulez un peu exploiter ça. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, c'est-à-dire que pour moi, ici, ce que je vais envoyer, c'est pas le ID, c'est l'URL lié le produit lui-même. Mais je vais l'envoyer en format base 64 URL. Alors maintenant, c'est ce que je vais faire ici. Donc une fois que j'ai ça, je vais revenir sur donc component, c'est product details component. Alors je vais revenir sur ici product ici. Je vais créer cette méthode là en product. C'est déjà fait ici. Voilà ce que je vais faire. Alors ici donc le produit que j'ai ici, si vous voulez, je peux maintenant le déclarer P de type product. Voilà. P point de type product full model. Product, il est là. Vous voyez, bon, ça veut dire que maintenant, dorénavant, je vais commencer à travailler avec des objets qui sont typés, structurés, et ça va vous permettre de retrouver facilement vos données côté front-end. Alors ici, donc, quand j'ai ça, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser this.router .navigate by URL. Donc, je vais vers product details slash plus l'URL. Au final, l'URL, c'est p point comme les trucs de vous avez links point product point href. Alors, mais ça, je ne vais pas l'envoyer comme ça, parce que si vous l'envoyez comme ça, l'URL, ça ne passe pas. Donc, il faut la transformer en base 64 URL. C'est-à-dire, ici, vous allez utiliser let une variable URL égale, c'est bta de ça. Ici, qu'est-ce que je vais mettre ici? C'est URL. Alors ici, donc, je fais ça. Alors maintenant, je reviens vers product detail. Alors maintenant, ici, ce qu'on va faire. Alors d'abord, à nouveau, donc, j'ai besoin d'injecter la route, la route d'abord, private router, le routeur du type router, mais en même temps j'ai besoin de activated de route, la route active. Donc route directement de type activated route. Alors ici donc une fois que j'ai ça, donc ng on init, donc je peux directement récupérer la valeur de l'URL. Alors comment je vais faire? Donc je vais utiliser string, plutôt let l'URL que je veux, égal à quoi? C'est atob, c'est l'inverse. De route, il me faut un private. Donc route point. Alors donc route point snapshot, très bien. Alors route 10.route.snapshot .params .url. C'est ce que j'ai dans la route. Console.log. Vous voyez, donc j'ai pas utilisé ici le ID. J'ai utilisé donc les links. C'est encore mieux. Vous pouvez utiliser le ID et vous composer.
Voilà, alors ici donc on va vérifier si ça marche. Alors si tout va bien, donc c'est quand je clique, ici, ça cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Console. Voilà. Alors au départ, il n'y a pas de problème. Quand je clique, il y a problème. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Roots. Product. Vous voyez donc détail, j'ai bien ça. Cannot match. Donc le. Hein? Alors dans quelle ligne ça? Alors il est en train de voir. De toute façon, tout a l'air de bien aller parce que là, il veut faire ça. Cannot match. Donc on a la route, l'URL. Ça va pas avec donc on a mal écrit le nom de la route, je crois. Alors on vient vers le système de routage. Donc product avec S, oui. Donc ici, quand je clique sur product ici, donc j'ai utilisé sans S. C'est bon, c'est juste, il vous dit que la route AD ne correspond pas à quelque chose comme ça, il l'a pas trouvé. J'espère que je n'ai product encore. Je crois qu'il n'y a même pas il y a pas le S ici. Product, détail. Alors la même chose ici. Product, détail. Alors je clique, hop, ça a l'air d'aller. Alors vous voyez donc ici qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai ça, quelque chose comme ça. Alors en fait, ce que vous voyez là, c'est l'URL de la ressource qui va être récupérée, n'est-ce pas? Ça c'est du base 64 URL. Mais si vous regardez, quand vous faites à top, vous avez l'URL, il est là. Donc si vous voyez product/3, le ID il est dans l'URL. Maintenant, ce que je vais faire, je vais envoyer une requête vers la partie backend, je récupère et j'affiche le détail. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors, pour ne pas afficher, ici, donc je vais utiliser directement le service. Alors, dans mon service, ici, nous avons déjà créé un service qui s'appelle Product Service, qui contient une méthode qui s'appelle getResource, si vous vous rappelez ça. getResource. Alors getResource, c'est une méthode générique qui peut s'appliquer à n'importe quel. Vous récupérez une ressource, mais là, il n'est pas typé. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser cette méthode-là, voilà ce que vous allez faire. Vous allez juste utiliser 10. Donc on va déclarer on va injecter le service d'abord. Donc ça c'est catalogue service de type catalogue service. Ici directement je vais utiliser 10.catalogue service.getResource. C'est quoi la ressource? C'est l'URL. .subscribe data. Je récupère data et cette data là c'est current product. Mais add current product maintenant on peut pas mettre, si vous faites ça. Exact, si vous mettez current product de type product, ce qui serait product, ok. Là, parce que c'est ce on a créé un modèle. Alors ici qu'est-ce qui va se passer quand vous allez utiliser ici 10.current product égale data. Ben, le compilateur il va vous dire bon ça c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça c'est générique par défaut, donc pour lui ce qu'il récupère des objets de type object, vous l'appliquez à un type ça problématique. Donc ça veut dire si vous voulez maintenant faire quelque chose de mieux, alors ce que vous allez faire dans catalogue service, vous créez des méthodes voilà pour les produits. Alors je vais faire quelque chose comme ça, CTRL C,
CTRL V, je vais l'appeler directement get product. Ok, get product. Alors, c'est une méthode générique qui va retourner. Maintenant, en principe, c'est observable. Parce qu'en fait, toutes les méthodes retournent des objets observables de quoi? De type product. Là, déjà. Comment? C'est mieux. Alors, quand vous êtes dans ça, Anna, je vais vous expliquer pourquoi. Et après, quand vous faites get ça, dans la méthode get, vous faites également ça. C'est une méthode générique. Vous dites product. Ça veut dire quoi? J'envoie une requête, mais je lui indique déjà que le résultat que j'attends, c'est un objet de type product. Ou là, une liste de produits. Donc, on va l'appliquer pour tout à l'heure. Alors, si vous faites ça, et vous revenez à votre méthode, ici. Alors, ici, c'est normal, ça ne va pas marcher parce que maintenant, ce n'est plus ce que je vais utiliser. Je vais utiliser get product. Et je mets URL. Mais c'est parfait parce que là, il sait que c'est un produit. Alors maintenant, si vous revenez vers votre service et pour répondre à ta question, si ici vous ne mettez pas ça, est-ce que ça va marcher? Il n'y a pas de problème. Même get. Même get. Dans le service, on voit كيفاش؟ get dans le catalogue service. Oui. Là, si tu ne la mets pas, ça ne marche pas. Obligatoire. Si tu fais dans le catalogue service, si tu ne mets pas ça ici, c'est-à-dire c'est comme si tu reviens à ça. Si tu reviens vers ton... Là, il va te dire ça, si le type n'est pas bon. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, ici, donc, vous mettez, quand vous envoyez un get, vous spécifiez le type attendu. Comme ça, donc ça, c'est en quelque sorte le casting. C'est comme ça qu'il fait le casting entre les interfaces. Ça, c'est du TypeScript, tout simplement. Mais de préférence, quand vous travaillez, une méthode, vous mettez observable de ça. Et comme ça, quand vous faites subscribe, il sait déjà qu'il attend un objet de type produit. Alors, bref, donc là, on commence à structurer un peu les choses. Ici, nous avons les données. Et après, on va commencer à afficher ces données-là. Alors, pour l'affichage des données, si vous voulez, je mets ici public ou private, peu importe, ici. Alors, je vais, comme c'est de l'affichage encore, c'est la même chose, c'est du copier-coller. L'affichage ici, donc j'ai product.html. Ben, c'est toujours le même affichage que nous avons de l'autre côté. D'accord? Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais créer un div ngIf current product. Donc s'il est disponible, ben, qu'est-ce que je vais faire? Là, dans cette méthode, j'ai quelque chose que je ne vous ai pas montré au départ. C'est que dans mon interface, quand je consulte un produit, ben, j'ai rien. هذاك الشيء ديال HTTPS. Oui. HTTPS. HTTPS. Deux points. Localhost. Voilà. J'ai pas encore regardé le point parce que normalement c'est un certificat qui. Alors, je reviens ici. Oui, donc quand je le consulte, j'ai ça. Ok. Mais si vous avez un bouton, le bouton c'est Edit, le produit. Quand je clique sur Edit le produit, je vais les informations là. Je suis administrateur, donc je peux modifier le titre, je peux modifier la description, je peux modifier le prix. Moi, je promo des trucs comme ça, vous faites l'édition. C'est-à-dire ça, c'est mettre à jour le produit. Donc ce qui fait dans le même composant, je vais afficher au départ. Alors quand je fais update, on va encore faire update et on revient vers ça. Donc vous voyez, donc ça c'est le même composant. Donc faire le composant, j'ai deux types d'affichage. Ça c'est le mode 1, j'affiche que les informations sur le produit. Et quand je clique sur ce bouton-là, je suis dans le mode 2. Et dans le mode 2, j'affiche ça, mais dans le même composant.
Alors c'est la raison pour laquelle vous avez ça. Vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Vous avez ici un test. Vous avez un div qui va s'afficher uniquement, c'est le mode égal à 0. Alors quand est-ce que par défaut le mode égal à 0, donc c'est ce qui va s'afficher, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on va afficher? Alors, encore panel heading, panel, etc. J'affiche le produit. Donc ici, qu'est-ce que j'affiche? J'affiche ça, le nom du produit ici. Là, je vais créer un div, en fait un div call MD. Donc ça c'est en deux colonnes. Ça je fiche la photo et ça. Et à droite, je vais afficher le prix là, la description, sachant que la description parfois ça prend du temps. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Il est là. Voilà. Donc je vais afficher donc voilà donc fiche produit, j'affiche le nom. Je vais afficher dès que le bouton edit. Donc c'est un span glyph icon, etc. On edit product. Donc quand je clique dessus, donc je vais encore appeler une méthode qui s'appelle on edit product. Je vais afficher panel MD5. Ça c'est l'image que je vais afficher de la même manière que tout à l'heure. Si c'est admin, à nouveau donc je vais afficher le bouton de upload, etc. Comme j'ai fait tout à l'heure, c'est la même chose. Bon, tout à l'heure, ça on l'a déjà affiché la dernière fois. Quand vous faites upload, vous voulez progress si vous voulez, c'est juste un nombre. Okay. On a fait tout la dernière fois, donc on va le garder. Donc ça c'est le copier-coller de ce que nous avons. Et après encore la même chose, j'affiche l'image promo, l'image, c'est vraiment copier-coller. En bas, j'ai le formulaire qui permet d'ajouter au caddie, au panier, n'est-ce pas? Donc j'ai la quantité, j'ai input, voilà, ça c'est la quantité. Concernant upload? Oui. Regarde, upload, on va faire copier-coller. Donc le code qu'on a fait, le product, on va le faire également ici. Le stockage se fait d'un serveur à l'extérieur? Là, non, la dernière fois, l'upload, on a envoyé la photo vers la partie backend. La photo, elle est enregistrée en dehors du projet dans un dossier. Ok. Et après la photo, le nom de la photo, il est enregistré dans la base de données. C'est ce que nous avons fait. Donc je vais revenir tout à l'heure quand on sera fait la partie backend. Je vais vous rappeler un peu ce que nous avons fait. Donc bref, qu'est-ce que j'ai ici? De la première partie, j'ai vraiment un copier-coller de ce que j'ai dans le product. Et après, c'est le mode égal à 1. Alors, quand est-ce que le mode égal à 1? Alors, quand je clique sur exactement Edit, quand je clique sur Edit, qu'est-ce que vous avez? Mode égal à 1. Donc, automatiquement, j'affiche une autre partie de. Alors, maintenant, si mode égal à 1, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais créer un formulaire. Pour faire avec le formulaire, qu'est-ce que je mets? Input name, ng model, c'est current product.name. Donc je vais afficher les données des produits, d'accord? Et à la fin, quand je clique dessus, donc je vais appeler update. Okay? Alors j'ai ici donc juste pour vous montrer toutes ces données. Donc il y a le champ name, j'ai le champ description, j'ai le champ current price avec la valeur, j'ai le champ alors promotion. Donc là c'est pas bon. Donc ça c'est promotion. Pourquoi il y a des erreurs que je n'ai. Alors ça c'est promotion. Non. C'est index ça. Donc si en fait parce que nous utilisons les deux, c'est-à-dire ng model, j'utilise encore une gform. C'est-à-dire quand je fais valide, quand j'appelle ça, c'est celui-là qui va être utilisé. Donc j'utilise les deux. Mais si vous n'avez pas utilisé form ng form, c'est pas obligatoire. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Donc ça c'est tout ça, c'est juste. J'ai la sélection name. C'est pas press, c'est selected. Alors j'ai fait copier-coller. Ça c'est available.
et vous avez un bouton Submit. Ça fait? Je fais copier-coller, ça fait. Vous avez compris le CTRL-C. Alors, j'ai dans mon composant ici la partie HTML. Ici, j'ai que ça. Je fais CTRL-V. Alors maintenant, pour que ça marche quand même, il me faut des méthodes. Il faut que j'ajoute des méthodes ici. Je nomme les méthodes. Donc déjà, vous avez Edit Product. Edit Product. J'ai ici Update. Clique en Edit. Là, voilà, Edit Photo. Ok? Donc j'ai besoin de ça. En Edit Product. En Edit Photo. Parce que quand je clique pour faire Upload. Ok? Tout ça, on l'a déjà fait dans l'autre composant. On ne va rien ajouter. Quand je sélectionne, quand je fais Upload, la méthode se met en Selected File. Vous la notez. J'aurai besoin de Upload Photo. C'est 4. Et j'aurai besoin voilà. J'ai besoin en Update Product. Hein? Is, voilà. Exact. Avec Authentication Service is admin. Tout à fait. Donc il faut injecter juste Authentication Service. Parce que is admin, il est dans défini. Ok? Parce que l'utilisateur est actif dans admin. Là, même s'il n'est pas admin, justement, c'est pas pour admin. Ouais, c'est plutôt qu'il clique, il veut le détail, il n'est pas obligé d'être admin pour être là. Et moi, s'il est admin, il faut pas lui afficher avec upload, même ça, le bouton, il faut le désactiver. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais revenir à mon composant de tout à l'heure, ici. Donc products, point, ici. Et on va prendre donc les méthodes. Donc vous voyez, donc il y a edit photo, get, bon ça c'est edit photo, j'ai besoin de selected, update photo, get time, ça c'est déjà, oui, on a besoin, parce qu'en fait quand on affiche, on fait toujours la même chose. Is admin, bon, etc. On product details, mais si vous voulez, il vaudrait mieux qu'on aille directement ici et je prends les choses qu'il me faut. Alors, c'est product TS. Voilà. Donc, à moi, ils sont là. Pour ça, on l'a fait. C'est ce qu'on vient de faire. Là, maintenant, il me faut en edit photo. This.current photo égale P. La photo elle-même, et en même temps this.edit photo égale true. C'est comme quoi je veux éditer la photo. Il me faut ça parce que quand je fais upload, ça on l'a déjà utilisé. Upload photo, on l'a déjà utilisé. Voilà, on utilise ici current time. Ça c'est un attribut qu'il faut également déclarer ici. En add product to KDI. Ça c'est quelque chose qu'on va justement, parce que quand on va cliquer dessus, on va l'utiliser après. Get TS en détail, en product détail. Moi ça c'est non. Ça on n'a pas besoin. On va le supprimer. Bref, je prends tout ça et je supprime ce qu'il faut supprimer. Alors ici, le composant détail. Product détail.ts. Produit détail.component.ts. Voilà, ici donc il y a des choses. Alors je reprends. Donc ça current product. Je l'ai appelé current product, c'est un P majuscule. On est d'accord? C'est minuscule. Ici, donc je garde minuscule.
Ah, là, En majuscule. c'est majuscule. Alors, c'est un بدل ندير product majuscule. Edit photo, c'est un attribut qu'on va déclarer. Alt entrée. Donc, j'ai un edit photo de type booléen. La même chose. Pour faire upload, j'ai besoin de déclarer add selected files. Alt entrée. Ouais, il veut pas. Create. Alors, selected files, dans notre cas, on l'avait déclaré, normalement, c'est un tableau. Juste pour être sûr, parce que ici, add selected, selected files, on n'a pas déclaré le type, add chez ini, bon, il est ini. Donc, ini, chez Mouchkil. Alors, progress, c'est un number. Il veut pas. Alors, CTRL-C. C'est toujours assez pratique de... Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas quelque chose en haut qui marche. Upload photo. Ça ne marche pas. Bon, peu importe. Alors ici, donc, j'ai besoin de déclarer progress du type number. À date progress, j'ai besoin de déclarer current file upload. Je vais la dernière fois. Donc on a le type, peu importe. J'ai besoin de déclarer current time, le type number. Est-ce que le current time que je déclaré sur le modèle Si, vous pouvez créer current time comme attribut, par exemple, le produit. Mais c'est pas son endroit. Oui, le produit, oui, tout à fait. Comme attribut le produit, après tu l'utilises là, tout à fait. En tout cas, les variables, tout ce que vous voyez là, à vrai dire, si vous regardez un peu avec un peu plus de recul, vous allez trouver que vous pouvez encore créer une classe, vous intégrer les attributs dans une classe particulière le modèle, ça peut être assez pratique. Alors, Authentication Service, il faut. Alors, pour le moment, ça c'est après, parce que je suppose que l'ajouter au panier, on n'a pas encore traité à la partie. GetTS, donc ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, on n'a pas besoin, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller vers détail produit, ça c'est produit. Le mode, une variable mode, on va la déclarer. Mode de type number, la valeur par défaut c'est quoi? C'est 0. Et après, alors maintenant, update. Update, on ne va pas utiliser, si vous utilisez Spring, on ne va pas utiliser, quand on va faire ça, on ne va pas utiliser put. D'accord? Qui est la méthode de get pour consulter, post pour ajouter, put pour faire update de tous les champs. Donc il y a patch. Avec patch, moi, je ne veux pas mettre à jour tous les champs. Je mets juste à jour avec le champ que. Exact. En fait, le champ modifié, c'est-à-dire les données que j'envoie. Donc les données laissées de la partie backend, vous voyez c'est ces données-là qu'il met à jour au niveau de la base de données. Mais les autres, exactement. Donc patch, il est update, c'est mieux. Ça veut dire que dans ça, vous pouvez juste décider de changer que par exemple le titre. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que tous les champs qui ne contiennent pas en quelque sorte, vous pouvez spécifier un peu les choses. Quoique ici, nous avons un formulaire qui contient tous les champs. Mais au début, j'ai fait ça juste parce que, c'est-à-dire, au départ, vous avez des produits, vous avez des centaines de champs, mais souvent, ce qui est assez pratique dans le user experience, si vous faites le UX design, update, avec update un formulaire avec beaucoup de... Ça, c'est pas pratique. C'est que vous affichez le produit, vous cliquez sur le champ que vous voulez mettre à jour, vous le modifiez.
Donc souvent c'est mieux parce que l'utilisateur il sait qu'il a besoin juste de changer l'adresse mail. À quoi bon de faire edit d'une personne avec beaucoup de champs alors que moi je veux changer que l'adresse mail ou bien la photo. Donc on affiche le produit où chaque champ il y a un petit bouton quelque part. Quand vous cliquez dessus, il va vous éditer avec le champ. En fait, quand vous faites update, vous envoyez une requête avec patch et non pas avec put. Donc, on va créer, dans notre service, on va créer une méthode qui s'appelle patch. Je vais supprimer tout ça parce que tout ça, on va l'écrire. Donc, elle dit la méthode en update product. Alors bref, donc ça c'est presque un copier-coller que nous avons products. Maintenant ça c'est pas bien parce que le même code que vous avez ici, n'est-ce pas? Le même code que j'ai là, je l'ai encore dans product. On va créer de façon générique. Et le facteur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, c'est que dans products, ici, products.html, on ne va pas afficher tout ça. On va juste afficher le composant product. C'est-à-dire, dans un composant, vous affichez un autre composant. Donc, finalement, ce qui est important, c'est vous avez un composant product, n'est-ce pas? Avec le composant product, une fois que vous l'avez fait, quand vous consultez le produit, ça marche. Mais si ce produit-là, vous voulez afficher une liste de produits, quand vous faites la boucle, n'est-ce pas? Quand vous bouclez sur les produits, qu'est-ce que vous affichez? Vous affichez le composant. Et vous pouvez utiliser sa balise, etc. Vous l'affichez. Et dans ce cas-là, en quelque sorte, c'est que vous êtes en train de réutiliser le composant. Parce que ce qu'on vient de faire là, ça va marcher dans un premier temps. C'est-à-dire, ce que j'affiche là, n'est-ce pas? Ça, c'est des codes HTML que j'écris, n'est-ce pas? Mais quand je fais détail, j'affiche presque la même chose. Donc, si vous êtes dans cette logique, c'est des copier-coller. Et quand vous faites des copier-coller, c'est pas de la bonne programmation. Donc, avec un peu de recul, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez d'abord créer ce composant product. Une fois que c'est créé, mais ici, quand vous allez afficher ici, dans n'importe quel endroit où vous voulez afficher un produit, vous mettez la balise directement product, vous lui transmettez les paramètres, là, il va. Parce que tout ça, c'est un composant, n'est-ce pas? Tout ça, c'est un composant, product, c'est un composant. Mais dans product component, qu'est-ce que j'affiche? J'affiche product détail, mais sauf que ici, après, est-ce que vous affichez tout? Mais en tout cas, juste pour vous donner, en quelque sorte, ça c'est quelque chose que vous pouvez éventuellement par la suite améliorer. On ne va pas le faire, hein, donc on va juste garder la solution. Comme ça, juste vous, quand vous faites des copier-coller plusieurs choses, sachez que ça, il faut s'arrêter. Il faut dire qu'est-ce que je dois faire pour factoriser. Alors, comment factoriser? Il y a beaucoup de solutions que vous pouvez envisager. Alors il faut trouver la solution parce que c'est des vraiment copier-coller. Après, s'il y a une différence, il faut voir comment rendre ça générique, etc. Donc c'est un peu. Mais bref, en tout cas, alors ici donc je vais revenir à ça pour voir est-ce que ça marche. Alors ici, alors je crois que ça marche pas. Alors il y a quelque chose qui cloche. Il me dit open invalide. Alors, je reprends. Alors, je clique dessus. Alors, ici, le composant ne s'affiche pas. Il me dit que alors, je vois pas l'origine. Hein? Non, parce qu'en fait, ça, on a à la rigueur, attendez. Alors ici, nous avons, ça c'est, a priori, ça c'est fait. Ah, ça c'est URL qu'il ne reconnaît pas. Oui, c'est vrai. Donc les URL.
Non? Alors, invalide URL. Alors, il y a l'URL, on va. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je le network. Je fais l'URL qui est envoyé. Et on va regarder qu'est-ce qu'on vient de faire. Alors, ça, c'est produit. Alors, détail. Alors, selected products. C'est pas selected products. Normalement, product search. Non. Selected product, donc ça doit être. Alors, on a déjà vérifié ça. En init, on a affiché ça. Alors maintenant, catalogue. Si je fais ça, CTRL X. Ça. Je consulte. Alors a priori, donc ici, il n'y a pas de problème. Donc on fait log de l'URL. Donc ici, on l'a supprimé. Product détail, donc ça c'est product détail. Ok. Alors on a fait ça, console.log. De toute façon, on va trouver la raison. J'ai le produit ici. Alors ici donc c'est voilà ce qu'on vient d'afficher, c'est HTTP. C'est HTTP local host 8080 products. Normalement, elle est bien. Alors, si je fais ça, ça devrait me donner. Alors, ça veut dire que l'URL est bonne. CTRL V, non, CTRL Z. Alors, on a un problème, on a un catalogue service.get product. Je lui transmets l'URL. Alors, get product, l'URL, http get. Ah, ça c'est pas bon. Vous voyez, donc on n'a pas changé ici. 10.host.l'URL. Et l'URL fait déjà l'host, non? Parce qu'on a fait tout à l'heure copier-coller. D'accord? Dans la 10.host, parce que l'URL fait déjà l'host. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Oui? Parce que nous avons la variable host. Donc là, on l'utilisait avant. Mais maintenant, quand vous utilisez avec les links, avec links fait déjà avec le host. C'est encore mieux. Parce qu'on n'a plus besoin de composer. Alors voilà la raison pour laquelle ça n'a pas abouti. Alors je reviens ici. J'ai donc les produits. Je consulte le produit. Alors il y a également une autre erreur. Is admin. On n'a pas injecté le service authentication service. Pourquoi? Parce que dans la partie HTML, à un moment donné, on utilise is admin. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, il a is admin. Alors si je reviens vers la partie TypeScript, alors ici donc je n'ai pas injecté authentication service. Authentication service. Public. Oui. Public. Sinon, on appelle directement la méthode ici. On a déjà ajouté la méthode isAdmin. On la supprime?
peu importe. Voilà, alors donc je reviens sur les composants, j'affiche, bon, ça me donne le produit. Bah, comme je suis admin, donc je peux le modifier. Update, ça marche. J'ai ici le prix, j'ai la description et j'ai également un formulaire comme tout à l'heure. Bon, ça c'est les informations. Alors la même chose après, vous pouvez améliorer encore le design ici, peu importe. Donc j'ai la fiche produit. Alors maintenant, on va passer à la partie gestion du panier, parce que ça c'est la partie juste avant la partie de la gestion de la commande. Alors quand on clique sur ça, bon, ça va pas marcher forcément, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une méthode, on appelle la méthode add product to caddie. Alors maintenant d'abord il faut créer le panier, créer un service pour la gestion du panier. Tout ça on va le faire côté front-end. Alors pour cela, voilà ce qu'on va faire. Alors juste je vais vous montrer, après on va écrire ce code. Donc déjà notre panier, dans le modèle on va créer, comme on a créé la classe modèle product, on va créer également le modèle catégorie si vous voulez, quoi qu'on n'a pas besoin, mais ici, donc si vous voulez normalement manipuler la catégorie, vous créez également catégorie modèle TS. Ici on n'a pas besoin. On va créer le panier. Sinon le panier caddie. Pour moi le caddie c'est quoi? C'est pour créer un caddie, donc d'abord j'ai besoin de lui donner un nom. Parce qu'en fait dans mon cas, je vais gérer des paniers. Alors si vous vous rappelez dans mon application, par défaut, le panier qui est créé, quand je vais vers les paniers, j'ai un panier qui s'appelle KD1. Ça c'est le nom du panier. Mais quand j'ajoute un autre panier, il va l'appeler KD3. Donc je crée un panier, mais je lui donne un nom. Mais le nom, ce n'est pas l'utilisateur qui va spécifier le nom, c'est juste un nom que je vais générer. Donc pour moi, donc j'ai un panier qui a un nom. D'accord? Ça c'est au niveau du constructeur. Donc ça peut être autrement. Remarquez également que Caddy c'est une classe, c'est pas une interface. Donc je crée un constructeur, parce que en fait c'est un objet que je crée côté front-end. Ce n'est pas, je le récupère pas mais le back-end, juste la fiche. Je crée, je le manipule et je l'envoie vers back-end. Alors quand vous êtes dans cette situation, il vaudrait mieux utiliser une classe, n'est-ce pas? Alors ici il n'est pas dupliqué. Si vous voulez qu'il ne soit pas dupliqué, il faut ajouter ici private ou la public. Là, il est type public ou la private, automatiquement il est ajouté comme attribut, n'est-ce pas? Mais et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de faire ça. Alors c'est exprès que j'ai fait ça, si vous voulez. Bon, ça c'est la syntaxe. Mais si vous mettez name de type string, il faut essayer d'utiliser this.name égale name, il faut le déclarer. Bon, alors maintenant il faut choisir soit la première ou la deuxième solution, c'est la même chose. Alors maintenant j'ai le nom du panier et j'ai besoin de la liste des produits. Alors pour moi la liste des produits, donc, je vais utiliser un objet de type map. C'est une liste. Je peux utiliser un array, mais je vais utiliser un map fait à les key et les values. Alors le key c'est quoi? Number. Ça va être le numéro du produit, ou là l'ID vient le produit que je vais spécifier. C'est l'ID vient le produit, donc je le mets comme clé. La valeur c'est quoi? Maintenant c'est chaque élément du panier, qu'est-ce qu'il contient? Il contient mais un produit avec une quantité. Donc je vais utiliser une autre classe que je vais appeler item product. Alors, item product, qu'est-ce qu'il y a dans item product? Il est là, item product.model. Bon, faites un item product. Parce qu'en fait, si vous faites votre conception, c'est ça. Alors, paint. Bon, je vais juste recoller un petit affichage comme ça. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, vous allez avoir le panier, ok? Là c'est le panier. Caddie. Vous avez l'entité product
Et c'est le même cas que nous allons avoir pour la commande, n'est-ce pas? Et vous avez une association mini to mini. Plusieurs à plusieurs. C'est-à-dire étoile, étoile. Mais avec une classe d'association. Ça, c'est une classe d'association, je pas recall, n'est-ce pas? La classe d'association, elle a des propriétés. Donc, c'est la classe d'association. Donc, c'est-à-dire qu'un caddie peut contenir plusieurs produits avec une certaine quantité, avec un prix. N'est-ce pas? Donc, ici, vous avez plusieurs étoiles. Ici, donc, vous avez tout simplement à dire product item. Et dans product item, peu importe, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai besoin des champs. Ici, c'est quantity et le prix. Le prix unitaire. Parce que quand vous achetez un produit, quand vous sélectionnez un produit, vous l'achetez avec un prix. Ouais, le prix par défaut, ouais, le prix de le produit. Mais ça peut être différent parce que le produit, vous avez la current price. Mais quand vous achetez un produit, vous l'avez acheté fois la date, ouais, le prix. Donc c'est juste par défaut le prix qui se trouve dans le product item, c'est le prix des produits. Mais la commande, quand on va enregistrer, ça doit être quelque chose, n'est-ce pas? Donc ça veut dire ici vous avez étoile, et là vous avez également la même chose. Ici vous avez étoile. Vous avez panier, plusieurs produits avec une certaine quantité. Alors maintenant, quand vous avez plusieurs avec une classe d'association, tout ça, vous allez le transformer comme ça. Que ça, c'est caddie. Voilà. Vous prenez ça, la classe CTRL-C, V, vous la mettez là. Et vous prenez celle-là, product, et vous la mettez ici. Et vous allez avoir une relation de type one to many. C'est one to many. C'est-à-dire ici vous allez avoir un, et là vous allez avoir étoile. Et ici, vous allez avoir étoile, étoile. Vraiment, c'est le bricolage. J'aurais dû prendre un outil de modélisation humaine. Et ça. Alors, notez une relation à plusieurs avec une classe d'association, c'est équivalent à quoi? À la classe A est en relation avec la classe d'association avec one to many, et la classe d'association à many to one avec l'autre. Ce qui est normal. C'est qu'un panier se compose d'un ensemble de product items. Avec chaque product item, on a besoin de spécifier la quantité et le prix. Et chaque product item concerne un produit. Alors, ça, c'est ce qu'on est en train. On est en train de modéliser notre panier en quelque sorte comme ça. Et une commande, c'est toujours la même chose. Parce qu'après, vous allez avoir quoi? Une commande se compose de plusieurs produits avec une quantité de produits et un prix. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir la classe commande, la classe produit et la classe product item. Et vous allez avoir one to many, many to one. On va le faire encore en back-end après. C'est bon? C'est clair? Alors, ce qui fait, en fait, on a déjà la classe produit. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la classe product item. Donc, product item, item product, qu'est-ce qu'il contient? Le number, c'est juste un numéro.
Normalement, c'est un numéro qui s'incrémente, etc. Peu importe. Le nom du produit, si vous voulez garder en quelque sorte, il y a deux manières de faire. Soit que vous dites, en fait, moi dans product, j'ai besoin, je vais garder. En réalité, dans le modèle, les voies plus correctes, vous allez faire ça. C'est que vous allez faire, c'est product de type product. N'est-ce pas? Le front-end. Ça, c'est le modèle que nous avons. Un product item correspond à un product. Et quand vous prenez un objet product item, parce qu'après, quand on va enregistrer la commande, qu'est-ce qu'on envoie? On envoie l'objet JSON vers la partie backend. N'est-ce pas? Et si vous le laissez comme ça veut dire quoi? Vous allez envoyer le prix, la quantité, vous allez envoyer toutes les informations à le produit. Mais en réalité, quand j'envoie l'information au backend, j'ai besoin par la suite d'envoyer que le ID du produit. Que le ID. Mais au niveau de l'affichage, j'ai besoin du nom. Alors vous avez le choix, soit de le garder comme ça, et après par la suite, quand on va envoyer la requête, on va composer les données qu'on va envoyer. Je préfère qu'on travaille en quelque sorte, si vous voulez, comme ça. Soit que vous dites, voilà, moi dans cette solution, j'ai fait quelque chose comme ça, donc je vais dire, dans Product Item, j'ai besoin de garder que le ID du produit qui m'intéresse et le nom du produit. Mais si vous voulez, pour qu'on soit un peu cohérent, on va faire ici un product. Alors on va essayer de faire ça. Oui. Alors, vous pouvez faire ça également, la même chose. Donc, c'est-à-dire, au lieu de là, si vous respectez la modélisation, c'est comme ça. Parce que après, item product, quand il s'agit d'une base de données, alors tu auras deux tables. Tu auras la table des produits et tu auras la table des product items. C'est deux choses différentes. Alors maintenant, si vous voulez combiner juste pour la partie front-end, mais je vous conseille, c'est de garder, respecter toujours votre modèle, votre diagramme de classe que vous avez en back-end, c'est ce que vous allez avoir en front-end. Parce que même si vous faites un stockage en local storage dans une base de données côté client, vous avez pratiquement les données sont structurées. Alors donc c'est ce que je vais vous proposer, c'est un peu ça. Alors je vais prendre, voilà, on va créer notre modèle tranquillement. Alors dans notre modèle, on va ajouter, on a déjà créé product, donc on va créer un TypeScript file qu'on va appeler Caddy. Alors Caddy, on va l'appeler, juste le fichier, on l'appelle caddy.model.ts. Le nom du fichier, peu importe, mais si juste vous respectez ça, c'est mieux. caddy.model.ts. Et ici, on va utiliser export class. Donc la classe s'appelle Caddy. Et un Caddy est défini par... donc j'ai le constructeur. Et j'ai les champs. Alors ici donc pour mes champs, donc j'ai mes champs, donc ça, il y a le nom du produit, name, le type. Ça c'est le nom du panier. Et j'ai besoin d'une liste de item product, n'est-ce pas? Donc c'est un map. Map de item product. Product item. Donc ça c'est items égale new map. Alors ici donc il faut importer ça. Alors ici deux paramètres, tout à fait. Ça c'est number, c'est le nombre du produit. Alors c'est number, ça c'est le numéro de, soi-disant la clé, et la valeur c'est product item. Alors product item on ne l'a pas créé, donc il va refuser de faire ça, donc on va le créer. Je vais créer un autre TypeScript file.
Vous pouvez mettre tout dans le même fichier si vous voulez, mais est-ce que tout ça c'est un TS? Oui. Alors product item, product-item point modèle point TS. Alors pour product item, donc c'est export classe. Alors c'est une classe ou interface. Est-ce que j'ai juste pour garder le même modèle comme ça? Alors product item, c'est une classe toujours. C'est une classe. Alors classe donc c'est product item. Alors mon product item est défini par c'est en quelque sorte c'est price. D'abord un product item correspond à un product. Donc public product de type product. J'ai le prix, quantité de type number, et j'ai le prix, price de type number. Après, il y a des cas dans lesquels vous avez la remise elle-même, elle est enregistrée ici. C'est-à-dire, quand tu achètes un produit, tu l'achètes avec une remise. Donc, dans des modèles, souvent, ça se fait ici. Donc, globalement, product item, vous avez la quantité, le prix, et ça concerne un produit. Alors, j'ai ça. Je reviens vers le panier. Donc, ici, product item, il faut l'importer. J'ai un petit problème dans le système d'importation. Alors, public. Donc, ça, c'est map. De number, virgule, product, et tout. Alors s'il ne veut pas faire ça, on va dire items égale new map. Alors je n'aurais pas dû faire un truc comme ça. Je fais contrôle. J'ai perdu le. On va l'importer. Alors déjà bon pour product item, donc on va utiliser import from. Alors c'est pour importer un modèle, donc je cite ici point slash. Le fichier s'appelle product item.model.ts. Et qu'est-ce qu'on va importer? La classe product item. Ça c'est fait. Alors, add map هذه. Alors il y a quelque chose que je ne vois pas. Ben, je vais revenir à l'exemple ici. Alors, panier, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà. Les importations. Alors, panier. Panier, donc ça c'est. Le map, normalement, on n'a pas besoin de map. Ah! Je ne sais pas ce que c'est. Items de type. Vous voyez, donc c'est pas de. Ça se voit que je suis fatigué et vous êtes fatigué aussi. Depuis tout à l'heure, je pose la question, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas dans le langage Java. Ok. Donc, égal. Alors, de l'importation que je viens d'ajouter, c'est bien de l'ajouter manuellement. Alors, ici, c'est items de type. Mais ça, c'est logique. Après, il me dit ça, il ne le connaît pas. Je fais CTRL ALT Trave, il va l'importer. Hein? Qui va-je? Oui. Non, map, on n'a pas besoin de l'importer. C'est les types par défaut de JavaScript, il n'a pas besoin d'importer. Alors, ici, donc, il y a le panier, il y a ça, et un client. En fait, un panier correspond à
j'ai le nom, items et le client. Et là, en quelque sorte, quand j'enregistre, je vais enregistrer la commande, car c'est le panier le côté backend. Parce qu'un c'est les informations à le client, c'est ce panier. Donc, c'est-à-dire dans notre modèle ici, nous avons ici un panier, un ensemble de produits, et qui correspond également à un client. Exactement. Alors ici, nous avons l'entité client. Et nous avons une relation de type A1. Ici, donc, un panier correspond à un client. Bon, le client, dans notre cas, la même chose. Alors, le modèle, new TypeScript file, client.model.ts. Bon, c'est une interface, c'est une classe. Bon, les deux, de toute façon, ça marche. Bon, c'est une interface, on n'a pas besoin de. De toute façon, vous pouvez utiliser interface classe, c'est pas vraiment. Vous pouvez l'exploiter. Donc, export, donc interface. Alors, l'interface client avec les informations suivantes. Alors, on met les informations dont on aura besoin. Name, email, téléphone et username. Le nom du client, email, phone, adresse. Ça, c'est les données du client. Mais ça, c'est important. Quand un utilisateur est authentifié, donc la commande côté backend, il correspond à un compte. Parce que quand je paye avec un compte qui est déjà créé. Donc, je dois envoyer le ID de user qui est authentifié. Donc, ce qui fait pour moi, donc, le client, on va lui associer un attribut qui est le username, sachant que j'ai identifié mon utilisateur côté backend avec username, si vous voulez. Donc, ça, c'est juste une proposition, mais également, vous pouvez, au lieu de mettre username, vous pouvez spécifier encore la classe user, qui lui-même est composée de username et les informations sur le compte utilisateur, son adresse mail, etc. Alors, le panier, il est là, donc, le constructeur. Donc, ici, nous avons besoin d'un client. Alors, client de type client. Pas de problème. Le constructeur. Alors, si vous voulez la syntaxe classique, donc, je suppose que name de type string. Et quand je crée un panier, je le crée avec un nom, donc je vais utiliser 10.name égale name. Alors ça, vous savez, au lieu de faire ça, vous pouvez enlever ça et vous mettez directement ici private ou public. Ouais. Alors, exactement, c'est ce que je disais. Donc vous supprimez ça, CTRL X, vous mettez ici public et vous supprimez ça. C'est la même. Parce que quand vous mettez public, automatiquement il est jeté comme étant un attribut. Je vous rappelle toujours, public private, ça signifie ça. Il y a un attribut qui est ajouté à cette classe. Alors ça c'est juste, est-ce que c'est clair au niveau du modèle? Modèle côté bien sûr backend. Déjà 13 heures, on a pris du temps ici. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, donc nous avons besoin de créer le service. KD service. Peut-être, si vous voulez, il faut parce que je crois que vous commencez à vous fatiguer un peu, etc. Il faut aller manger et revenir. C'est le climat. Hein? Le climat. Le climat aussi, il commence à donc pour prendre un peu le souffle, donc après juste ce qu'on va faire c'est ça. Donc là je vous montre globalement. Alors ici dans notre service, nous allons ajouter un petit peu du code. Donc c'est pas catalogue, c'est KD service. Alors KD service, donc vous voyez donc les choses encore. J'ai besoin de le nom parce qu'à un moment donné je sélectionne un KD. Là, j'ai besoin de mettre current KD name. Donc, par défaut, c'est
KD 1. Mais après l'utilisateur, quand il navigue, il peut choisir KD 2. Oui. Donc, un AF service, à chaque fois j'enregistre avec le current KD name. Parce que quand j'essaie d'ajouter, donc j'ajoute dans le bon KD si vous voulez. J'ai un peu compliqué le modèle. Si on avait travaillé avec un seul KD pour l'application, peut-être ça aurait été plus simple. Mais je voulais également parce que si vous voulez créer une application de plateforme en ligne, il vaudrait mieux ajouter des fonctionnalités. Ça me semble, par exemple, ça c'est un cas intéressant. Donc après, on va gérer une liste. Donc mon service, qu'est-ce qu'il gère? Il gère une liste de paniers. La liste de paniers. À nouveau, donc je vais créer un array dans lequel qu'est-ce que j'ai? J'ai des objets. J'ai le numéro. Donc en quelque sorte, quand j'enregistre local storage, je crée des paniers. KD1, KD2, KD3. Donc reste les paniers. Donc les noms des paniers, je les enregistre en local storage. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'une liste des noms des paniers que j'ai déjà créés. Donc c'est pour cela que je vais utiliser ici une liste. Ça c'est le numéro de soi-disant le panier. C'est le nom du panier. Bon, après par défaut dans mon système j'ai un panier dans numéro 1 et c'est quoi le nom d'ILE? C'est KD1. C'est juste la valeur par défaut. Après j'ai besoin maintenant des paniers eux-mêmes. J'ai besoin de créer un map string KD. La clé, c'est le nom du panier. La valeur, c'est le panier lui-même. Après, j'ai besoin maintenant de gérer voilà la méthode ajouter un produit dans un KD, supprimer un produit du KD, mais ça revient juste à supprimer. Et à chaque fois que je fais une opération, je fais save KD. On peut dire save KD. Qu'est-ce que je fais en fait? Save KD, c'est local storage. Donc ça veut dire qu'avec le panier d'IRE, en quelque sorte, il est géré en local storage. Donc je fais tout ce que je veux, toutes les opérations que je fais, là, ils sont en local. Je quitte mon application, je ne perds pas mes données. Je démarre l'application, mes KD, ils sont là. Je vais ajouter, supprimer, dire commander. Donc ça, c'est en quelque sorte la particularité de l'exemple. Oui. Je prends un peu des applications et utilise soit les sessions storage, le local storage. C'est local storage ou session storage. Oui, exactement. Comme en mémoire, ou comme un magasin pour stocker vos sections. Oui. Je ne sais pas si c'est session pratique. Oui, mais c'est par exemple, pour nous, au produit authentification, oui. On récupère tous les produits, on les met dans session storage ou local storage. Là, c'est une mauvaise pratique. C'est-à-dire, en fait, quand vous utilisez local storage, ce n'est pas pour aller récupérer les données de backend et vous les mettez en local, c'est pas ça. Parce donc, que moi, je travaille dans une application en fait comme ça. Que j'ai بقى هذاك Non, ça vous pouvez le faire, mais il faut d'abord quand vous faites, parce que la gestion du local storage généralement, c'est assez important quand vous êtes en mode déconnecté, votre application il marche bien, il n'y a pas de problème. Mais il faut une synchronisation. C'est-à-dire, oui, il y a la synchronisation généralement, c'est-à-dire quand il faut savoir qu'une fois que vous êtes connecté, il faut mettre à jour les données, ça vous pouvez le faire. Et on voit quand la quantité de données elle est très importante, c'est pas une bonne, c'est une solution. Mais quand vous êtes dans un écosystème, c'est pas du big data, alors là, si vous stockez toutes les données en local storage, quand vous cherchez dans des milliers, c'est beaucoup. Hein. Par exemple, comment parfois on récupère 1000 ou 2000. Voilà, par exemple, vous faites dans le local storage, vous stockez par exemple les informations, même quand vous utilisez une application Facebook, les articles qu'il affiche, il les stocke en local. C'est-à-dire au fur et à mesure que j'utilise, je les stocke en local storage. Quand je suis en mode déconnecté, donc je peux naviguer sur les produits que j'ai. Mais ça ne veut pas dire que je ramène tous les articles et je les stocke. Ça, c'est pas une bonne solution. Mais par contre, quand on est connecté, toutes les données que j'ai,
à chaque fois j'ai le réflexe, j'ai une liste de produits que je récupère, je les mets en local storage. Et comme ça, quand je suis par exemple en mode déconnecté, ben, l'utilisateur, il utilise une application, il peut sélectionner les produits, il peut composer à nouveau ses paniers, mais dès qu'il va faire passer la commande, il a besoin d'être connecté. Alors de toute façon, la gestion des local storage, la confusion, l'utilisation des local storage, ce n'est pas pour accélérer la recherche et la gestion des données. Non, c'est un mauvais argument. Pourquoi? Parce que envoyer une requête vers la partie back-end pour chercher que les données dont il faut, c'est plus rapide que si tu cherches dans des milliers de données en local storage qui n'est pas indexée, une base de données qui n'est pas indexée. Parce que quand tu une requête vers la partie back-end, c'est rapide. Tu as une base de données SQL qui est indexée, la recherche elle est rapide, il te donne les résultats en X millisecondes. Et parfois, si tu veux faire la même chose en local storage avec des milliers de données, ça peut prendre plus de temps que. Mais le traitement se fait au niveau France, c'est pas Là, mais le traitement, il y a de la recherche. Non. Alors, qu'est-ce qui diffère? Voilà la latence de communication. Alors, maintenant, qu'est-ce qui prend plus de temps? Wesh, la recherche, ou là, la latence réseau. J'envoie la requête, je reçois la réponse. C'est le traitement. Alors, il y a le backend qui est dans un serveur qui est puissant, qui utilise des frameworks, qui utilise une base de données indexée, qui lui permet de faire le traitement côté backend plus rapide que front-end. Donc, ça veut dire qu'en termes de performance, c'est que aller en backend pour faire des traitements, c'est plus rapide que si vous le faites en front-end. Si tu veux, parce que si tu veux vraiment avoir un facteur de performance plus intéressant, premièrement, côté front-end, il faut utiliser une vraie base de données indexée. Donc forcément, quand vous faites des recherches, vous avez des index, parce que les index permettent d'accélérer la recherche. Mais je crois avec les mêmes conditions. Donc, si tu n'as pas ça, ce n'est pas le cas. Les bases de données ne sont pas faites pour remplacer. Ils sont faites juste pour prendre une partie des données qu'on va mettre en local storage. C'est pour éviter à l'utilisateur de se connecter et de recharger ces données-là. Si par exemple il y a un problème un mode hors connexion, ou là, le cas il y a l'authentification pour éviter de saisir les données, à chaque fois il va s'authentifier. Encore par exemple son panier, quand il fait des choses, il vaudrait mieux les enregistrer en local parce que c'est des données qui le concernent. Mais la gestion des données comme ça en local, en intégralité, c'est une mauvaise solution. Même si on a la possibilité côté back de stocker les données en mémoire, JDES ou RDS. Côté backend? Oui. C'est la même chose. Mais en fait, d'abord, le côté backend, alors pour diminuer la pression sur les systèmes de gestion de base de données, parce que souvent, requête, vous allez vers la base de données SGBD, beaucoup de requêtes. Alors il y a des systèmes qui permettent de stocker les données dans des grilles distribuées, c'est-à-dire in-memory data grid. Il y a des bases de données, il y a des systèmes qui font ça, par exemple, il y a Hazelcast. Hazelcast, il est fait pour ça. Et là, il permet de résoudre avec le problème de réduire la pression sur les systèmes de gestion de base de données. Il améliore les performances. D'accord? En termes, quand au lieu d'aller vers les fichiers, vous faites les choses sur la mémoire. Mais il ne règle pas que ce problème. Mais tu es dans un système distribué. Il y en a vraiment une seule. Voilà, tu as beaucoup de machines qui vont partager des données et qui vont les utiliser. Donc c'est tout. Mais tu n'as pas cette solution côté front-end. Bon, en résumé, donc la partie front-end, en local storage, vous l'utilisez pour stocker des données relatives aux clients. Parfois, il y en a ceux qui utilisent les cookies, parfois, pour éviter de ressaisir. Vous pouvez l'utiliser pour stocker une partie des données que vous récupérez, des requêtes, vous les stockez pour les utiliser quand on est en mode déconnecté. Alors, l'application Facebook, quand vous êtes en mode déconnecté, vous naviguez sur des données qui sont déjà chargées auparavant. C'est quand vous êtes en mode déconnecté. Mais si vous êtes en mode connecté, les données,
Quand tu fais la requête, tu as les données que tu veux et tu vas les afficher. Et quand tu les affiches, tu stockes encore en local storage, si tu veux. Donc, c'est la technique. Mais le fait de ramener les données, de la recherche, là, tu es en train de compliquer les choses. Parce que même en performance, quand il y a beaucoup de données, ça devient plus lourd que ce que tu peux croire. Dites-vous la chose, la latence de communication, c'est plus rapide. Il y a les requêtes-réponses, mais ce qui prend du temps, parfois, c'est les traitements. Mais c'est vrai, ce que vous dites là, ça peut, en partie, ça peut améliorer les performances du système lui, même si que chacun récupère ses données. Je dis, allez, on a recherche, le serveur, il n'a pas beaucoup de choses à faire. Ça peut, dans un sens, ça peut améliorer les performances. Voilà, mais si j'ai tous les produits, tu vois, tu ramènes que les données dont tu as besoin. Là, qu'il ramène que les données dont il a besoin. Si dans la gestion comme ça peut donner. Bon, mais en tout cas, on pourra en discuter après. Je crois que la fatigue s'installe. Hein? Donc on va faire un break d'1 heure. Donc on va aller manger quelque chose et on reviendra. Et on essaiera donc de compléter la partie de la gestion du panier. Oui. 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 C'est-à-dire, vous pouvez utiliser Firebase. Il y en a ceux qui utilisent Firebase côté client. Le back-end fait les données. C'est du big data. Ça, on ne peut pas le stocker côté client. C'est beaucoup de quantité de données. Au Firebase, donc je peux l'utiliser pour stocker les données en local pour une gestion un peu plus on va dire, plus ciblée, si tu veux. Mais ça reste toujours quelles données que vous allez stocker en local storage. Alors si vous avez vraiment un argument à présenter comme ça, vous l'utilisez. Mais s'il s'agit de faire bêtement, vivre la base de l'on ça ne marchera pas.